I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de parole. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois pour parler d'un sujet de société, un sujet sensible, peu connu du grand public, qui est le problème de l'alcoolisme et donc de la dépendance alcoolique. Alors pour en parler, j'ai autour de moi le président de l'association des alcooliques anonymes, Paul Belvez, bonjour. Bonjour. Et sa vice-présidente, Agnès. Bonjour, qui est à la fois vice-présidente et qui témoignera aussi puisque en tant qu'alcoolique. Et nous recevons également l'association Alanon avec Bernard, qui est une association qui intervient auprès des familles et de l'entourage des personnes alcooliques, puisque l'alcoolisme n'est pas seulement une affaire individuelle, c'est une affaire familiale, une affaire amicale aussi, puisqu'elle touche et impacte tout le monde. C'est ça ? Bonjour, oui, c'est bien ça. Alors, je vous propose d'aborder ce sujet en 3 grandes parties. Nous allons commencer déjà peut-être par définir ce que c'est que l'alcoolisme, de définir ce que c'est qu'un comportement de consommation excessive de l'alcool. Ensuite, nous parlerons de vos associations respectives. Alors, je me tourne vers Monsieur Belvez, en tant que médecin. Comment on peut définir l'alcoolisme ? C'est une définition très difficile qui n'a jamais fait encore l'unanimité. On connaît parfaitement le produit, ses effets, sa chimie, sa dégradation. On connaît aussi les effets sur le système nerveux, en fait, sur toutes les parties du corps. Et on ne sait pas comment on peut passer d'une consommation dite à risque ou excessive à une dépendance. La première dépendance qui s'installe semble être d'abord psychologique, plus ou moins comportementale. Et bien après, plusieurs années après, voire des dizaines d'années après, une dépendance physique se met en place, j'allais dire à l'insu de son plein gré, comme disait un autre auteur. Et le sujet ne se rend pas compte, parce que ça ne s'attrape, je veux dire, c'est une maladie qui s'acquiert avec le temps. Donc une définition propre de l'alcoolisme, définissant toute la dépendance comportementale, psychologique, a toujours été difficile. On en est maintenant venu à plutôt des comportements addictifs et parler d'addiction en général, se séparer du produit et de parler de dépendance à une modification du système nerveux. Mais le mot alcoolisme reste bien sûr bien inscrit dans nos représentations. C'est un mot qui a été inventé par un Suédois, Magnus Huss, donc en 1838. Avant, il n'y avait pas cette notion d'alcoolisme. Le mot alcoolisme n'existait pas. Et pourtant, les personnes dépendantes à l'alcool existaient déjà. Et c'est justement toutes les racines de la représentation négative qui a été faite sur les personnes dépendantes, les malades alcooliques. L'avantage de ce médecin suédois, Magnus Huss, c'est d'avoir parlé d'alcoolisme et d'avoir surtout amené la notion de maladie. Et ça, donc, 1848, c'est 160 ans. Hein,
168 ans. Alors 168 ans, on a posé le mot et pourtant encore aujourd'hui, un certain nombre de personnes n'envisagent pas que l'alcoolisme puisse être une véritable maladie, en tout cas dans la représentation qu'on en a dans la société. Est-ce qu'on a la pratique médicale, alors vous dites qu'il est difficile de poser une définition de ce qu'est l'alcoolisme, est-ce que la pratique médicale a fait qu'on peut détecter peut-être des comportements qui seraient à risque? Est-ce qu'on a un seuil qui nous permet de dire oui, là peut-être que la consommation est excessive, qu'il faudra faire attention, qu'il peut y avoir un basculement vers la maladie? Bien sûr qu'on s'est doté de seuils, de normes qui sont les normes de l'Organisation mondiale de la santé, que tout le monde connaît, 2 verres par jour pour une femme, 3 verres pour un homme. Les Canadiens ont rajouté pas plus de 4 jours par semaine. Et encore eux ont dit, surtout pas quand le conjoint n'est pas d'accord. Moi, j'aime bien ces notions-là. Mais ces normes-là n'expliquent pas tout parce que, en fait, on pourrait imaginer que le risque est dans chaque verre, dans chaque consommation, dans chaque comportement. C'est le risque d'y trouver un intérêt personnel, d'un intérêt supplémentaire à ceux déjà obtenus avec l'usage de ce produit, et que ce fonctionnement devienne un fonctionnement d'abord qui est un fait social, et si privé, mais d'abord un fait social, et puis progressivement devenir un fait privé avant d'être un fait social. Et c'est ce passage-là de l'usage qui est très difficile à repérer, même sur des sujets qui sont, entre guillemets, de bonne foi, sans jeu de mots, et qui ont l'impression de ne pas être dépendants. Alors, vous dites effectivement qu'il peut y avoir plusieurs années qui se passent avant qu'une alerte soit donnée, ou dans l'entourage, ou par la personne elle-même. Je me tourne vers Agnès, vous, votre cas personnel. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que, justement, déjà, comment vous avez eu cette prise de conscience que l'alcool prenait une part plus importante qu'elle ne devrait dans votre vie, et comment s'installe la maladie? Alors, j'aime bien ce que Paul a dit à l'insu de son plein gré. En ce qui me concerne, moi, j'ai un parcours assez long dans l'alcool. Hein. J'ai utilisé l'alcool au début comme une boisson. Hein. J'allais dire comme tout le monde, mais non. Hein. Pour finir, tout le monde ne boit pas. Mais voilà, moi, au départ, ça a été à l'adolescence. C'était associé au rite de passage à l'âge adulte. Voilà, tu peux boire un verre, c'était en famille, tu peux boire un verre de vin, donc t'es grande. Voilà, donc j'ai tout de suite associé ça au fait que l'alcool, c'était être grand. Voilà. Longtemps, l'alcool n'a pas été un problème dans ma vie. Par contre, aujourd'hui, avec le recul et en regardant dans le rétroviseur, mais bon, c'est aujourd'hui, je me rends compte que j'étais quelqu'un qui avait toutes les dispositions. Enfin, en tout cas, j'avais un terrain favorable, hein, parce que je tenais bien l'alcool. Alors moi, je croyais que c'était quelque chose d'avantageux, surtout pour une femme. Alors que, non, puisque je tenais bien l'alcool, il fallait que j'augmente tout le temps les quantités pour retrouver le même résultat. Et voilà, quoi. Et j'aimais bien. Voilà. Alors, faut le dire, hein, pendant tout un temps de ma vie, l'alcool, ça a été une boisson. Je dis bien boisson, hein, et ça a été un plaisir. Voilà. J'ai pas vu le moment où l'alcool est devenu autre chose. Je peux en parler aujourd'hui avec le recul. Mais j'ai commencé à me servir de l'alcool pour autre chose que dans un moment convivial, que pour partager quelque chose, que pour boire une boisson que j'aimais bien. J'avais quand même bien détecté que l'alcool, ça m'aidait à vivre certaines situations que j'arrivais pas à vivre bien sans. Par exemple, moi, j'étais très timide. Et j'avais bien remarqué que quand j'avais bu, pas forcément beaucoup, mais quand j'avais bu, j'étais moins timide. Ça désinhibe, quoi. Hein. Voilà. Hein, donc ça, j'avais bien remarqué. Je me sentais... j'avais quand même bien repéré cet effet. Hein, il n'y avait pas juste le plaisir de boire, il y avait aussi cet effet de l'alcool sur mon psychisme, hein, qui était
pas mal, quoi. Hein. Je me sentais enfin, on me le disait en plus, hein, plus drôle, moins inhibé, etc., etc. Voilà. Et puis un jour, pas fait comme un autre, comme on dit, mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là et pas la veille et pas le lendemain, j'ai eu une contrariété dont je me souviens même plus, qui devait pas être forcément bien importante, et j'ai eu cette espèce ce déclic dans ma tête. Je me suis dit, je vais boire un coup. Voilà, et c'était pas du tout un moment convivial, c'était pas du tout à une heure habituelle de consommation, c'était pendant la journée, à la maison, toute seule. Je suis allée vers le bar, j'ai attrapé la bouteille de martini et j'ai bu au goulot. Et là, je suis passée dans un autre stade, c'est-à-dire l'alcool, médicament. Voilà, c'était l'alcool qui m'aidait à supporter. Et tout de suite, ça a fonctionné. C'est ça le truc. Hein. C'est que ça fonctionnait. Longtemps, moi, j'ai marché avec l'alcool. Hein, j'ai marché avec l'alcool et c'était pas vraiment un problème. Hein, c'était pas vraiment un problème. Sauf que il y a quelque chose qui se passe et c'est pas que pour moi, je crois. Enfin, en tout cas, je l'ai entendu beaucoup dans les salles de réunion. C'est que pour obtenir le même effet, l'effet recherché, l'effet de bien-être, l'effet de dépassement de soi, etc., il fallait toujours que j'augmente les doses. Donc à un moment donné, les doses ont été tellement fortes que les ennuis ont commencé. Hein, alors les ennuis, c'est quoi ? C'est... je vais pas vous faire... parce que là, il faudrait une émission de 3 heures, hein, mais je vais vous donner quelques exemples. Voilà, hein, du plus fort de mon alcoolisation. En fin de période d'alcoolisation, j'oubliais mes enfants à l'école, par exemple, parce que j'étais trop bourrée pour aller les chercher, quoi. À ce moment-là, j'avais arrêté de travailler, non pas parce que j'avais été virée à cause de l'alcool, mais je pense que j'avais voulu cesser une relation de travail parce que je commençais à sentir que je perdais pied. Voilà, donc j'étais dans un état où en fait je ne maîtrisais plus ma consommation. C'était pas moi qui maîtrisais l'alcool, c'était l'alcool qui m'avait complètement attrapé, quoi. Voilà, je sais pas si je suis claire. Ça devenait un pilier en quelque sorte. Une nécessité. Une partie de votre vie. Ça devenait une nécessité. Il m'en fallait. Voilà. Alors, vous dites bien que avec une consommation régulière, vous augmentiez du coup les doses pour obtenir l'effet recherché. Oui. Peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait expliquer, ce phénomène de tolérance à l'alcool qui s'installe avec la consommation. Alors, tout à fait. Ces phénomènes, en tout cas concernant l'alcool, sont bien connus. Concernant les autres produits également, pour rappeler qu'il y a 2 produits extrêmement addictogènes dans notre pays de France, c'est d'abord le tabac, le plus addictogène, ainsi que l'héroïne. Ce sont des produits, dès qu'on commence à les utiliser, on devient vite dépendant. Concernant l'alcool et concernant le cannabis, par exemple, c'est seulement un consommateur sur 10 qui va devenir dépendant. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde, si j'ose dire. Il faut de la persévérance. Il faut persévérer, il faut s'entraîner, si j'ose dire. Aller rechercher d'abord des effets qui sont toujours positifs. Et c'est cette dépendance psychologique, hein, ce qu'on appelle la psychotropie. À moi, ça me fait du bien. Et c'est à ce moment-là, je veux dire, la notion d'alcoolisme n'existe pas. Même si la dépendance psychologique est déjà plus ou moins repérée qu'en fonction du contexte, en fonction de l'état interne du sujet, en fonction de l'association des deux. Et puis après, comme l'expliquait Agnès tout à l'heure, il y a un moment où c'est l'alcool qui prend le dessus, petit à petit, et c'est lui qui va déterminer le rôle de la consommation, le moment de la consommation. Et puis, cette notion de manque, je veux dire, au début, on pourrait imaginer qu'on s'alcoolise pour trouver du plaisir, un effet obtenu devenant un effet désiré. Et puis, à la fin de la maladie alcoolique, si j'ose dire, à la fin, plusieurs années après, l'alcool a remplacé c'est plus une envie, c'est un besoin. C'est le manque d'alcool qui pose problème. Je connais un moment où, si je n'ai pas consommé d'alcool, c'est mon organisme qui va le réclamer. Et ça se manifeste comment, cet état de manque ? Tout d'abord par une anxiété, un état de malaise interne, une anxiété assez forte, un besoin impérieux, que les anglo-saxons appellent le craving, c'est-à-dire un état compulsif à s'alcooliser de façon tout à fait irrationnelle, dans des quantités ou avec un rapport au produit qui n'est pas du tout habituel. C'est n'importe quel produit à ce moment-là qui fait l'affaire.
Et cette notion-là, peut s'arriver chez un sujet et ne pas arriver chez un autre avec des quantités également consommées. Tout le monde ne devient pas alcoolodépendant. Et pourtant, on est dans une société extrêmement alcoolisante et seulement un consommateur sur 10 va devenir dépendant. Donc il faut aussi certainement des facteurs personnels. Probablement on n'est pas en égalité face à l'addiction. On n'est surtout pas en égalité face à notre adaptation vis-à-vis de l'alcool. Peut-être encore, on n'en est pas encore là au niveau génétique. Peut-être on aura une vulnérabilité, une fragilité génétique vis-à-vis de l'alcool. Mais la science, pour l'instant, ne l'a pas prouvé. Oui, Agnès, oui, Paul disait tout le monde ne devient pas alcoolodépendant, mais je voudrais rajouter que ça peut toucher n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil. Enfin, moi, je le dis, je suis assez affirmative. Ça fait 13 ans que je suis abstinente d'alcool. Ça fait 13 ans que je fréquente les groupes alcooliques anonymes. J'ai vu passer beaucoup de monde, je connais beaucoup de monde qui sont passés par ces groupes et il n'y a pas de profil. Donc ça touche des jeunes, des vieux, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, toute catégorie socio-professionnelle, tout milieu. Voilà, il n'y a pas le profil type, voilà, de l'alcoolique type. Et donc, l'entourage qui vit cette situation aussi. Est-ce que vous le sentez qu'il y a un problème dans la consommation? Est-ce que c'est accompagné? Est-ce que c'est nié parfois? Là, je me tourne vers Bernard. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui arrive progressivement. En tout cas, pour mon cas, disons, l'alcool, c'était quelque chose qui était présent à la maison, mais sans plus, quoi, hein. C'était convivial, c'est quand on avait des invités, voilà. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui changent. Je me suis rendu compte qu'il y avait des niveaux de bouteilles qui baissaient d'une façon anormale. Donc on devient méfiant, on surveille. Et puis là, bon, forcément, quand on surveille, on se rend compte qu'il y a un problème, quoi. Il y a donc le conjoint qui consomme tout seul. Donc là, on commence à réagir, à essayer de faire avouer, entre guillemets, en disant pourquoi c'est toi, etc. Bon, en fait, c'est très difficile de reconnaître que on boit en cachette, peut-être encore plus pour une femme. Donc là, s'installe le mensonge, les difficultés de pouvoir parler de ce problème, parce que forcément, elle était dans le déni, quoi, hein. Ça pose des problèmes aussi par rapport aux enfants. Les enfants se rendent compte, hein, les comportements aussi étaient différents. Bon, notamment les soirs. Et puis, enfin, en tout cas, pour moi, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un problème important au niveau de l'alcool, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte. Mais moi, je m'en suis rendu compte parce que elle avait des comportements qui n'étaient plus normaux, quoi. Et donc, quand on est confronté à ça, eh bien, bon, il y a la culpabilité en se disant tiens, comment ça se fait? Est-ce que moi, j'y suis pour quelque chose? Il y a la honte aussi, parce que vont dire les autres? Donc on j'essayais de masquer au maximum, hein, de ne pas me retrouver dans une situation où ça pouvait être compliqué. Donc au fur et à mesure, on invite moins, on sort moins, etc. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et on a l'impression, enfin moi j'avais l'impression que j'arriverais à m'en sortir, quoi, que c'était une question de volonté. On croit que l'alcool, on peut arrêter quand on veut, quoi, hein. Mais en fait non. On trouve des bouteilles cachées.
Est-ce que vous diriez que l'entourage, que ce soit le conjoint ou les enfants, ont un rôle important dans la prise de conscience que peut avoir la maladie, ou est-ce que c'est peut-être justement plus difficile à accepter de la part de la personne malade, que ce soit son entourage proche? Est-ce que c'est pas plus facile lorsque c'est une personne peut-être plus éloignée de la famille qui alerte? Là, je m'adresse à Agnès et à Bernard. En ce qui me concerne, tant que moi j'ai été dans le déni, n'importe qui, que ça soit un proche, que ça soit ma famille ou que ça soit un professionnel de santé, me disait voilà, vous avez un problème de consommation, faudrait réduire, faudrait arrêter, faudrait changer, un peu de volonté. Ça, je l'ai entendu moult fois. Je vais vous dire une chose, ça servait strictement à rien. Parce que moi, j'avais pas décidé dans ma tête. Voilà. Alors, les proches, je dirais que c'est encore... je vais faire peut-être hurler Bernard, mais tant pis. C'est encore un prétexte de plus pour boire. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Parce que je les rendais tellement malheureux. Je le voyais, Je les rendais tellement malheureux. J'ai fait des cures, je revenais de cure. Oui, je suis guérie. Formidable, je suis guérie. Puis 2 jours après, c'était reparti. Et je voyais, ils étaient tristes. Quand j'ai arrêté de boire, ma fille avait 14 ans, mon fils 6 ans. Voilà, donc j'avais des jeunes enfants. Je voyais jamais ma fille amener des amis à la maison, forcément. Je me rendais compte. Mon mari, il était triste. Et tout ça, ça me rendait malheureuse. Donc, qu'est-ce que je faisais dans ma logique de l'époque ? Je buvais pour oublier. Voilà. Donc, non, mon entourage m'a pas aidé. La seule fois où mon entourage m'a aidé, et là, je vais passer la balle à Bernard, c'est que mon mari, un jour, il est allé voir les Alanons. Et il est rentré à la maison et il m'a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit, c'est plus la peine de planquer tes bouteilles, je les chercherai plus. Et en fait, il a cassé cette espèce de cercle vicieux qu'il y avait entre nous. Moi, je planquais les bouteilles, lui, il les cherchait, il me les mettait sous le nez, il les vidait. Et c'était comme un espèce de jeu malsain qui s'était installé entre nous. Il est rentré, il avait le sourire, et il m'a dit, ne planque plus tes bouteilles, je les chercherai plus. Et en fait, ce qu'il m'a dit ce jour-là, en vrai, il m'a dit, t'es responsable de ton rétablissement. Voilà, moi, je lâche prise, je baisse les bras, je te laisse, mais je te laisse complètement, quoi. Voilà, si tu tombes, je te relève pas. Et ça a été le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, et ça, c'est les Alanons qui lui ont inspiré ces phrases. Bernard. Oui, écoute, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Agnès. Quand on est confronté au problème, on se rend pas compte qu'on fait tout à la place de l'alcoolique. On essaye de l'aider, on essaye de faire du mieux possible, parce qu'on se dit, finalement, à force, je vais réussir à le sortir du problème, quoi. Et puis on se rend compte que ça n'aide pas, au contraire, c'est, comme l'expliquait Agnès, la culpabilité augmente, et donc c'est là qu'il faut réagir. Réagir en acceptant de se faire aider. Je crois que ça, c'est difficile, quand on est confronté à un problème d'alcool d'un proche. On se dit, c'est l'autre qui doit se faire aider. Moi, j'ai pas de problème avec l'alcool. Et puis, finalement, au bout du compte, si on se rend compte que on est malheureux, quoi. On est malheureux de la situation. La seule solution, c'est de se faire aider, c'est essayer de sortir de la culpabilité, parce que on se dit, voilà, pourquoi moi j'arrive pas. C'est comment sortir de la honte, et puis rencontrer d'autres personnes, c'est aussi sortir de sa solitude, parce que on a l'impression que finalement, on est les seuls à être confrontés à ce problème, que personne ne peut nous comprendre. Si jamais on parle de problème d'alcoolisme. Cet isolement. Vous avez attendu combien de temps avant de rejoindre justement un groupe de parole ou une association ?
Alors écoutez, à chaque fois que je le dis, j'ajoute des années, mais je pense que j'ai arrêté de boire à 43 ans. J'ai bu pendant plus de 20 ans. Et bon, c'est pas pendant 20 ans que ça a été un problème, mais à un moment donné, effectivement, je me suis dit, bon, il y a un truc qui va pas, quoi. Ça va pas. Je bois toute seule, je planque, je sais pas fonctionner sans boire. Alors j'ai eu effectivement une période où c'était devenu complètement anxiogène, même en buvant, je pouvais plus conduire. C'était épouvantable, je pouvais plus aller faire mes courses, je ne pouvais plus me retrouver dans un lieu public. Donc forcément, j'étais très mal. J'étais très très mal. Mais alors, pendant une période, j'ai cru, sincèrement, que l'alcool était une conséquence de quelque chose dans ma vie. Que je buvais parce que. Voilà. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir des médecins. J'ai été voir une psychiatre formidable. Et on a travaillé sur le parce que. Mais je lui avais pas dit que je buvais. On a travaillé pendant 6 mois là-dessus. Oh, c'était pas mal. Puis un jour, je lui ai dit, oh, vous savez, docteur, j'ai peut-être un petit problème en plus de tout ça. Je bois quand même peut-être un peu beaucoup. Et là, elle m'a dit, écoutez, je le sais depuis le début. J'attendais que vous me le disiez. Donc, on va tout arrêter. Parce que c'est pas les problèmes de votre vie, c'est rien. Le problème de votre vie, c'est l'alcool. Voilà. Et je vais vous envoyer voir un confrère à moi qui est addictologue. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, je me suis... Alors, il y a eu cette période où je me suis confiée aux médecins. J'ai cru que les médecins allaient me guérir. Alors, eux, ils ont été très patients avec moi. Très, très patients. Extrêmement gentils. Extrêmement... moi, je leur tire mon chapeau. Mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Voilà. Et un jour, j'ai appelé mon addictologue que j'avais pas lâché. C'était juste après le réveillon de Noël. Je ne me souviens plus ce qui s'était passé. J'avais vécu ça dans un trou noir total. Je lui ai dit, envoie-moi chez les fous. Moi, je voyais qu'une solution pour arrêter de boire. C'était la camisole de force et la chambre capitonnée. Je voyais que ça. Et il m'a dit, est-ce que tu as été voir les alcooliques anonymes ? Je lui ai dit, non, mais tu m'en as jamais parlé. On se tutoyait depuis le temps. Tu m'en as jamais parlé. Il me dit, non, ça fait guère que 4 ans que je t'en parle, et c'est la première fois que tu entends. Donc, tu vas voir les alcooliques anonymes, s'il te plaît. Et après, je te promets, si ça marche pas, je t'envoie chez les fous. Je suis jamais retourné le voir. C'est intéressant, ce témoignage. Pour savoir, est-ce que finalement l'alcoolisme est un problème plus psychologique ou physique, du coup ? Comment on peut l'envisager ? Ou peut-être les deux à la fois ? Bien sûr, c'est les deux à la fois. Les médecins, on a quand même une bonne formation médicale en France, 7 ans de médecine. Pour moi-même, j'ai fait suivi de 5 ans de psychiatrie. J'avais naturellement envie d'aller du côté des pourquoi. Et c'est en devenant addictologue, en 1992, pendant 25 ans, que je me suis vite rendu compte que d'aller du côté des pourquoi, on ne trouvait pas. Oui, alors il y avait plein de bonnes raisons. Je suis beaucoup plus allé du côté des comment. Comment peut-on faire pour aider des personnes dans cette difficulté ? Alors, c'est vrai, la médecine nous apprend beaucoup de choses sur le plan de la maladie alcoolique, sur le foie, sur le pancréas, sur le tube digestif, sur le cerveau. Là, tout ça, on était incollable. Mais sur cette notion de dépendance, comment ces personnes intelligentes, sensées, sensibles, arrivent à retrouver dans des situations vraiment d'une difficulté, d'une souffrance telle que ça dépassait même le bon sens. Et donc, c'est là où j'ai pu mesurer, à titre personnel, mais la force de l'alcool, que l'alcool pouvait avoir sur certaines personnes. Je suis même arrivé à la conclusion que ça ne faisait pas le même effet à tout le monde, tellement je trouvais que cette dépendance incompréhensible. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les associations. Je savais faire un sevrage, je pense que je le faisais de façon la plus confortable possible, dans une équipe chaleureuse, empathique, vraiment à l'écoute. Mais une fois la dépendance physique calmée, parce que c'est là où on a besoin de médicaments qui calment la souffrance du cerveau, une fois ce sevrage réalisé, la dépendance psychologique était là. On soignait le besoin, on n'avait rien prévu pour l'envie.
Et c'est du côté de l'association, de toutes les associations. Alors, je les ai toutes rencontrées au départ, mais je reconnais quand même qu'il y en a une qui m'a peut-être plus attrapé que d'autres. C'est les Alcooliques Anonymes, parce que je leur trouvais une authenticité dans la proposition d'entraide, que je trouvais cette démarche beaucoup plus à la fois personnelle. Ça donnait pour la personne alcoolique qui était rétablie, ça donnait tout à fait un sens de tendre la main vers ceux qui souffraient encore. Et c'est ainsi, de fil en aiguille, que donc le groupe Alcooliques Anonymes est venu deux fois par semaine dans le service faire alors pas un groupe de parole, mais une information publique sur ce qu'est l'association des Alcooliques Anonymes. Alors, c'est sûr qu'il y a des côtés déroutants, mais je pense que pour parler de l'association, Agnès pourra en parler mieux que moi. Alors, on va en parler tout de suite de l'association des Alcooliques Anonymes, avant d'envisager l'association Al-Anon. Je vous propose juste de faire une petite pause musicale. Alors, on a dans le studio Anne, qui est aussi membre des Alcooliques Anonymes, mais on m'a dit qu'il y avait une chanson que tu aimais particulièrement. Alors, ce sera la surprise du jour, hein. Ce sera Norma, chantée par Maria Callas. Silence religieux tout d'un coup. Alors c'était la Callas, hein, Norma, sur cette voix exceptionnelle. Donc je vois que ça s'en fait pleurer certains, hein, dans le studio. Bon, alors sous cette note joyeuse, on va poursuivre pour parler un peu plus des associations et de l'accompagnement justement des personnes et de leur entourage qui sont des personnes confrontées à la maladie de l'alcoolisme. On va commencer peut-être par les Alcooliques Anonymes, on l'a déjà un peu abordé. Je me tourne donc vers son président. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu déjà peut-être de la jeunesse de cette association et son mode de fonctionnement? Alors, je suis donc leur allié naturel. Je suis médecin psychiatre addictologue. Et c'est parce que je suis l'allié naturel vécu comme tel par l'association qu'ils sont venus me proposer d'en prendre la présidence. Parce que dans le statut de l'association des Alcooliques Anonymes, le président est réputé non alcoolique. Donc ça fait partie de leur statut. Je préside le conseil d'administration parce que je n'ai pas été malade alcoolique. Mais la véritable cheville ouvrière de l'association, c'est Agnès, c'est la vice-présidente, c'est elle qui va vous parler beaucoup mieux que moi de cette association. Je vais avoir des ennuis avec mes petits camarades membres des Alcooliques Anonymes si tu dis que je suis la véritable cheville ouvrière. Nous sommes tous les chevilles ouvrières du mouvement et c'est ça qui nous caractérise, c'est que aucun de nous n'est porteur d'une représentation particulière. En ce moment, je suis vice-présidente. Ça, c'est pour l'extérieur, hein. C'est pour
c'est parce qu'il en faut bien un à un moment donné. Mais je suis surtout membre des Alcooliques Anonymes et ma vice-présidence va s'arrêter bientôt. Ça dure 4 ans, c'est pas renouvelable. Donc je peux pas prendre la grosse tête par rapport à ça, j'ai pas le temps. Et après, ça sera quelqu'un d'autre. Donc en ce moment, je fais ce que j'ai à faire dans le service, puisque c'est des services. On fonctionne totalement en bénévolat chez les ARA. Il n'y a aucun salarié ? Non, il y a juste 2 salariés administratifs au siège à Paris qui nous aident d'un point de vue administratif. Mais les administrateurs sont anonymes. Voilà, alors les administrateurs sont bénévoles. On est tous bénévoles. Parmi les administrateurs, il y a, en ce moment, on est 11. Il y a 3 non-alcooliques. Et le reste, les 8 autres, ce sont des alcooliques. Voilà. Alors pourquoi des non-alcooliques, Paul l'a dit, c'est parce qu'on a besoin aussi de rester en prise avec notre société. On a besoin de personnes extérieures qui nous apportent quelque chose en dehors de... On connaît bien notre association, on connaît bien son fonctionnement. Et ce fonctionnement, il doit être harmonieux vis-à-vis de la société dans laquelle on vit. C'est pas qu'on s'adapte, hein, c'est que simplement on peut adapter notre discours pour être bien compris. Voilà, donc on fait appel à des personnes qui connaissent la maladie de par leur profession pour nous aider à rester le plus possible visible, audible, compréhensible. Voilà. Donc en ce moment, 2 médecins, Paul et un autre médecin qui œuvre en milieu carcéral et une psychologue. Voilà. Voilà. Alors, pour la personne, s'il y a des personnes en situation de dépendance qui nous écoutent, voilà, comment ça se passe ? On décide un beau jour d'aller à une réunion. Comment est-ce que c'est organisé ? Qu'est-ce qui s'y dit ? Alors, déjà, comment on va à une réunion alcoolique anonyme ? On trouve sa réunion en appelant soit notre permanence nationale, soit en allant sur notre site et en trouvant la réunion. Il y en a à peu près partout en France. Des réunions alcooliques anonymes. Parfois, il faut faire quelques kilomètres, mais moi, je me souviens du nombre de kilomètres que j'étais capable de faire pour chercher une bouteille à une époque, et je suis bien capable de faire quelques kilomètres pour aller en réunion aussi maintenant. Donc voilà, on trouve sa réunion, celle qui nous convient, et puis on y va. C'est tout. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de fichier, il n'y a rien du tout. C'est anonyme. Voilà. Alors, voilà, on vient, on pousse la porte, on s'assoit, et on est accueilli là par les personnes qui sont arrivées avant nous. Voilà. C'est un fonctionnement extrêmement simple. Les réunions sont libres d'accès. Puis si ça nous plaît pas, on repart. Voilà. Donc il y a vraiment une liberté totale. Voilà. La seule condition, c'est ce qu'on énonce à nous, c'est le désir d'arrêter de boire. C'est même pas le fait de vouloir arrêter. Hein, il y a des personnes qui restent en réunion quelque temps avant d'arriver à arrêter, à poser leur verre, comme on dit. On a un jargon. Hein, voilà. Donc, du moment qu'ils ne dérangent pas, on les accepte. Voilà. Et donc une réunion, ça se passe comment ? C'est une prise de parole individuelle ? Les alcooliques... Je vais vous faire un tout petit bref retour dans le passé, si vous voulez bien, pour vous dire que l'association des alcooliques anonymes, les alcooliques anonymes sont nés aux États-Unis en 1935, de la rencontre de 2 personnes. Voilà, 2 personnes qui s'appelaient, il s'appelait Bob et l'autre s'appelait Bill. Il y en a un qui était docteur chirurgien dans une petite ville de l'Ohio et l'autre, il était courtier en bourse à New York. A priori, 2 personnes qui n'avaient pas tellement de raison de se rencontrer. Voilà. Ces personnes se sont rencontrées. Pourquoi ? Parce que Bill, un jour, a été en congrès dans cette petite ville de l'Ohio et ça faisait 6 mois qu'il avait arrêté de boire tout seul et d'un seul coup, il lui prend une envie de boire. Et là, il a ce que j'appellerais plutôt un éclair de génie. Parce qu'il se dit, il faut vite que je trouve un autre alcoolique pour lui en parler. Voilà. Donc il a cherché et on lui a très très vite indiqué la personnalité du coin qui était l'alcoolique de service, qui lui a téléphoné, lui a dit j'aimerais bien vous voir. L'autre n'était pas chaud. Hein. Il n'était pas chaud parce que il était alcoolique, il était chirurgien, il savait très bien ce que c'était que cette maladie.
Et il était persuadé qu'il allait en crever, finir par en mourir. Et il s'était fait une raison, voilà, par rapport à ça. Et il lui a dit, oui, je veux bien vous voir pendant 5 minutes. Ils se sont vus 6 heures, ces deux hommes-là. Et ce jour-là est arrivé une chose formidable, c'est que le premier, celui qui avait envie de boire, son envie de boire est partie. Et le deuxième, il a arrêté. Alors que c'était pas prévu au programme. Voilà. Et ces deux hommes se sont dit, on tient quelque chose. Quand un alcoolique rencontre un autre alcoolique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rapport, il n'y a aucun rapport de force ni quoi que ce soit, et qui parlent tout simplement en confiance entre eux de leur maladie, quand ils échangent tous les deux là-dessus, peut-être que ça peut les aider mutuellement. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé à eux deux, et ils n'ont eu de cesse que de trouver le troisième, etc., etc., etc. Et je vous passe toutes les étapes intermédiaires. Aujourd'hui, Alcooliques Anonymes est présent dans 183 pays dans le monde, ce qui prouve bien que ça marche partout. Voilà. Et ça marche toujours pareil. C'est 2 alcooliques qui parlent entre eux. Alors, dans les réunions, on est un peu plus de 2, heureusement, mais c'est toujours le même principe. Alors, il n'y a pas que la parole. Il n'y a pas que la parole. Les Alcooliques Anonymes ne sont pas des groupes de parole. Voilà. Les Alcooliques Anonymes sont des groupes de partage sur le programme des Alcooliques Anonymes. Parce que une fois qu'ils se sont rencontrés, puis l'époque des pionniers étant passée, il y a eu quand même un certain nombre d'idées fortes qui sont ressorties de tout ça, qui est une forme de rétablissement, qui est aujourd'hui proposée aux membres, une méthode, qui est basée sur 12 étapes de rétablissement. Et donc c'est ces étapes-là dont on parle dans les réunions Alcooliques Anonymes. On vient pas juste s'asseoir pour dire j'ai un problème d'alcool, mon pauvre. On vient pas pour ça. Voilà, c'est pas ça. Donc voilà, c'est le fonctionnement des réunions. Donc une réunion, c'est quoi ? C'est quelques personnes autour d'une table, parfois beaucoup de personnes autour d'une table. Si vous venez au congrès de Nancy, vous verrez, j'espère, 700 alcooliques dans la même salle, ou 800 même, soyons fous. Et voilà, ça sera encore une réunion Alcoolique Anonyme. Oui, on précise que le congrès des Alcooliques Anonymes a donc lieu à Nancy le 19 et 20 novembre. Au centre Prouvé, c'est ça C'est ça, voilà. Donc ça sera encore la même chose, une réunion Alcoolique Anonyme, des réunions Alcooliques Anonymes, toujours sur le même principe. Donc pour la réunion, alors le principe de la réunion, c'est très ritualisé, les Alcooliques Anonymes, il faut le dire. On se coupe pas la parole, on parle chacun son tour, on ne donne pas l'avis sur ce que l'autre a dit, très respectueux de la parole de l'autre. Voilà, si on a quelque chose à dire à celui qui a parlé, on lui dit après, au café, après la réunion. Voilà, on juge pas, jamais. Voilà, on vient là vraiment. Moi, je viens dans les réunions Alcooliques Anonymes pour essayer de progresser dans mon rétablissement, parce que c'est pas vrai, c'est pas l'arrêt de la boisson qui fait le rétablissement. Et c'est le début du rétablissement. C'est le début. Voilà. J'arrête de boire et après, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors quand on va sur le site internet des Alcooliques Anonymes, alors on précise bien que c'est une association qui bien sûr est aconfessionnelle, mais il y a quand même une dimension spirituelle dans l'association. Est-ce que vous pourrez J'allais y venir, c'est important. Donc effectivement, l'association Alcooliques Anonymes n'est pas une association confessionnelle, religieuse. Et je vous ai dit tout à l'heure, 183 pays dans le monde, vous imaginez bien toutes les religions qu'on traverse. Voilà, et tous les pays qu'on traverse. Donc, il y a une notion de puissance supérieure. Alors, voilà, on l'appelle Dieu, parce que ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, et donc c'est Dieu. C'est un mot qui peut choquer certains, mais bon, moi, il me choque plus depuis longtemps. C'est Dieu tel que je le conçois. Je mets derrière ce que je veux. Mais en fait, l'important, c'est de savoir que il y a besoin de... moi, j'ai eu besoin de ça. C'est-à-dire, j'ai eu besoin de croire en quelque chose pour arrêter de boire. Si j'avais pas cru, ne serait-ce qu'au groupe qui était là et aux personnes qui disaient « je suis alcoolique » et qui allaient bien, qui buvaient plus, si j'avais pas cru en eux, j'aurais pas arrêté. Voilà, donc cette notion de croyance est très importante. Donc la puissance supérieure, c'est quelque chose. Ça peut être le groupe des Alcooliques Anonymes. Ça peut être un de religion si on en a un.
Ça peut être une bonne étoile, un ange gardien, une puissance philosophique, enfin ce que vous voulez. L'important, c'est de se dire, effectivement, moi, je suis pas tout puissant. Au contraire, je suis impuissant. C'est la première étape du programme. Je suis impuissant devant l'alcool. J'ai perdu la maîtrise de ma vie. C'est quand même un gros morceau à passer, ça. Hein, donc l'impuissance, c'est effectivement, moi, je suis impuissant devant l'alcool. Je confie mon rétablissement à quelque chose. Voilà. Et dans les premiers temps, c'est au groupe des alcooliques anonymes que je confie ça. Voilà. Voilà, donc c'est ça, cette notion. Donc c'est un programme éminemment spirituel. Et pourquoi ? Parce que c'est, sauf erreur de ma part, Paul me corrigera, mais c'est une maladie mentale, l'alcoolisme, il me semble. Plus ou moins psychique. Alors, j'emploie peut-être pas les bons mots, mais en tout cas, Paul l'a dit tout à l'heure, et moi je l'ai vécu, la dépendance physique, c'est une chose. Ça part peut se traiter par des traitements. Ça part très vite. Ça part très vite. Et après, je dirais, c'est le verre qui est dans ma tête qu'il faut que je casse. Voilà. Et le verre qui est dans ma tête, il peut y rester très longtemps. Moi, voilà. Et donc, c'est être attentif à ces comportements de vie. Moi, je me mettais en colère, j'avais envie de boire. J'étais triste, j'avais envie de boire. J'étais gai, j'avais envie de boire. Voilà, j'avais développé toute une espèce d'habitude par rapport à ça. Hein, l'alcool, c'était vraiment mon pilier, c'était ma béquille pour tout faire. À la pause, on a parlé entre nous, là, puisqu'on écoutait la calasse, on a parlé de la maladie des émotions. Hein, c'est ça, l'alcoolisme. C'est une maladie des émotions. C'est effectivement se servir de l'alcool pour atténuer ou au contraire pour comment dire, je cherche mon mot là, voilà, etc. Donc effectivement on travaille là-dessus et on a pour ça 12 étapes qui nous sont proposées. Il y a que la première qui parle de l'alcool. Il y a que la première qui dit je suis impuissant devant l'alcool, j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Voilà, c'est le début, quoi. C'est vraiment la base. Après, les étapes suivantes, elle propose effectivement de remettre sa vie, d'accepter que dans sa vie, on n'est pas maître de tout. En fait, en gros, c'est d'accepter que je suis pas Dieu. Oui, j'ai dû accepter ça, c'était pas facile. Ensuite, ce sont des étapes pour mieux se connaître, aller à la rencontre de soi-même. Et ensuite pour pouvoir aller à la rencontre des autres. Voilà, savoir où se situer, où est sa place. Voilà, et donc c'est des étapes d'inventaire. Après, il y a des étapes de réparation. Quand j'étais dans l'alcool, j'ai fait beaucoup de dégâts dans mon entourage. Je me tourne vers Bernard. Dans mon entourage, j'ai fait des dégâts. J'essaye de réparer ce que je peux réparer. J'essaye de demander pardon. Sachant que l'autre va peut-être pas me pardonner, et ça lui appartient, ça m'appartient pas. Et ensuite, voilà. Donc ces étapes de réparation. Et ensuite, une fois que la maison est bien propre, on se connaît mieux, on a réparé, donc la maison est propre, hein, on a fait le ménage. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ce que je fais aujourd'hui, par exemple, transmettre ce message des alcooliques anonymes au plus grand nombre. Voilà. Donc là, j'espère qu'on est très écoutés. Parce que voilà, j'aimerais pouvoir aider ceux qui se posent des questions aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors on a dit effectivement que c'est une très bonne transition, qu'effectivement la maladie impacte non seulement la personne malade mais aussi son entourage, et donc une autre association que nous recevons, c'est l'association Alanon. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, nous présenter comment est née cette association, comment vous travaillez avec l'entourage, que ce soit les conjoints, les enfants. Voilà, je vous laisse la parole, Bernard. Bien, écoutez, l'association Alanon, c'est une association de loi 1900, hein, donc qui est composée de personnes qui ont dans leur entourage des problèmes, enfin des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, et ce problème les affecte. Donc, bien souvent, ces personnes n'ont pas pu trouver de solutions, de moyens pour vivre correctement, le plus correctement possible, cette proximité avec les problèmes d'alcool. Et donc,
l'association Al-Anon a été créée en France en 1962. C'est pareil, c'est une émanation de l'association des alcooliques anonymes. Donc ça a été créé aussi au départ par les épouses des fondateurs des DA. Donc ça a été créé aux États-Unis. Donc en France, 1962, aux États-Unis, c'était 1951, je crois. Et en ce qui concerne Nancy, le groupe de Nancy existe depuis 1991. Alors, comment se déroulent les réunions ? Exactement sur le même principe que, je ne vais pas redire ce qu'a dit Agnès, nous fonctionnons de la même manière. Nous sommes également anonymes, c'est-à-dire qu'on s'appelle par leur prénom. Donc on est tous sur un pied d'égalité. On vient uniquement donc parce que notre vie est fortement perturbée par l'alcool des proches. Et donc on se retrouve autour d'un lien commun. Nous avons tous le même lien, c'est que notre vie est ou a été profondément affectée par la consommation d'alcool d'une autre personne. Alors, donc ces réunions, on se retrouve donc régulièrement, c'est toutes les semaines. Il y a environ 200 réunions qui existent sur toute la France, des différents groupes. Sur la Lorraine, il y a 7 groupes différents, et à Nancy, il y a un groupe qui fonctionne donc tous les mercredis, chaque mercredi à 20h dans un local du foyer Foch à Anatole-France, rue de Boufflers à Nancy. Et donc on s'y retrouve pour parler, pour accueillir les nouveaux, pour témoigner de notre vie, de ce que nous vivons. Mais nous ne sommes pas en réunion pour parler de l'alcoolique. Nous sommes là pour parler de nous, de notre vécu. Et culpabiliser peut-être aussi, parce qu'on imagine bien que pour le conjoint, il y a une forme d'impuissance face à l'alcoolisme de son conjoint. Ça doit entraîner aussi une forme de culpabilité, probablement, de dire j'ai pas pu aider ou j'ai pas peut-être fait ce qu'il fallait. Est-ce que c'est aussi ça le rôle de l'association, peut-être déjà commencer par déculpabiliser, non ? Alors effectivement, quand on arrive, on a des tas de questions, quoi. On vient chercher des conseils. Et l'association ne donne pas de conseils. Elle donne au mieux des réponses à des questions qu'on peut se poser. Donc on se retrouve donc en réunion avec des personnes qui sont soit des conjoints, soit des enfants, soit des parents qui ont ou des amis d'alcooliques. Et là, la première chose qui est importante, c'est de pouvoir parler, de pouvoir poser un peu son fardeau et parler des problèmes qu'on rencontre face à la vie de tous les jours. Et finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir parler sans être jugé, c'est de pouvoir être compris par des personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes que nous, et essayer de vivre mieux. Donc il y a au niveau des réunions des personnes qui sont qui sont proches d'alcooliques, qui sont abstinents, mais d'autres qui sont encore dans le problème. Et là, le fait de pouvoir entendre les témoignages, de pouvoir parler, mais bon, chacun s'exprime comme il veut. Et s'il veut pas, si on s'exprime, on n'a pas envie de s'exprimer, on peut écouter. Et c'est important de pouvoir écouter le témoignage d'autres personnes, de dire voilà, moi, voilà mon vécu, j'étais malheureux et maintenant ça va mieux. Voilà comment j'analyse la situation, pourquoi je vais mieux. Je vois les choses autrement. Je me suis
tromper en pensant pouvoir aider l'autre de telle manière. J'ai tout essayé et je suis bien obligé de reconnaître mon impuissance. Et je crois que la première chose qu'on dit quand on arrive dans une réunion, c'est voilà, vous parlez, vous vous exprimez, mais la première chose qu'on leur dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alcool est plus fort que le malade alcoolique est plus fort que vous. Et malgré toute votre bonne volonté, vous ne pouvez pas être aider ou en tout cas se croire plus fort que l'alcool de l'autre, quoi. Alors, il y aurait énormément de questions qu'on pourrait encore poser, mais on va être pris par le temps. Je vais faire un dernier tour de table, peut-être pour voir si vous avez d'autres choses à ajouter. On donnera ensuite, à la fin de l'émission, peut-être les coordonnées aussi des associations pour savoir comment vous contacter, comment trouver les réunions. Je commence par vous, Monsieur le Président. Oui, c'est surtout le médecin psychiatre addictologue que Agnès a interpellé tout à l'heure en disant c'est bien une maladie du psychisme. Je mettrai des guillemets à le mot maladie, c'est mal-être. Toujours est-il que, bien sûr, le psychisme est totalement impacté, de même que le corps. Je voudrais, dans ma place d'addictologue, et pas que de président, de dire qu'il n'existe aucune technique, aucune méthode, aucun médicament qui peut débarrasser définitivement une personne de cette dépendance. Donc le sevrage, la dépendance physique, ça c'est quelque chose d'assez facile à comprendre, mais la dépendance psychologique, c'est beaucoup plus complexe. S'il y avait un programme psychologique, psychanalytique, psychothérapie bien particulier à appliquer, nous l'appliquerions déjà. Donc c'est un travail sur mesure, c'est un travail humain. Et je suis très reconnaissant du mouvement des alcooliques anonymes parce qu'il propose une solution. Ce n'est pas la solution, ça peut très bien ne pas convenir à tout le monde. Mais cette manière de proposer cette solution fait appel à une solidarité, une fraternité qu'on rencontre pas toujours dans notre civilisation actuelle et qu'elle fait, pour moi, tout à fait partie prenante des soins. Donc, bien sûr, en tant que président, mais pas qu'en tant que président, en tant qu'addictologue aussi, je conseille systématiquement au moins d'aller participer à des réunions. La maladie alcoolique n'est pas... Tu l'as dit Agnès tout à l'heure, c'est poser son verre, c'est le début de quelque chose. Accepter aussi que les personnes puissent ne pas toujours être sur une ligne droite. Il y a des écarts, il y a des rechutes. Je dis souvent qu'une rechute ne rechute que des personnes qui ont envie d'arrêter. Je dirais, c'est quelque chose dans cet état d'esprit. N'arrêtez pas de vous soigner, n'arrêtez pas d'aller en réunion. Et je pense que le salut, pour certains, passe par ce type de relation. Bernard. Oui, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est important de venir en réunion parce que on connaît mal l'alcoolisme. On se rend compte, donc au fur et à mesure des témoignages qu'on entend, que on n'a pas forcément le meilleur comportement adéquat vis-à-vis des problèmes, des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. En tout cas, quand on vient en réunion, on se rend compte que des personnes qui sont confrontées, qui ont été confrontées ou qui sont encore confrontées à des problèmes énormes vont malgré tout mieux. Et je pense que ça, c'est un message d'espoir pour tout le monde. Et ça nous permet de mieux comprendre finalement ce que c'est que l'alcoolisme. Est-ce que vous pourriez juste donner peut-être les coordonnées de votre association ? Eh bien, donc l'association Alanon, dont le groupe de Nancy se réunit chaque mercredi à 20h. Donc c'est au 11 bis avenue de Boufflers, avec l'entrée qui est sur le côté aux deux allées du Lys Rouge. Et on peut avoir tous les renseignements sur Alanon, sur le site internet Lorraine, qui est le site donc lorraine.al-anon.fr. Donc on peut rechercher avec... Et là, vous aurez tous les renseignements complémentaires. Voilà, les mots Lorraine et Alanon permettent d'accéder à ce site. On a tous les renseignements et notamment la possibilité d'accéder au site national. D'accord. Agnès, rapidement. Alors rapidement, moi je voulais dire que ce qui a marché pour moi,
Se faire aider, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Voilà. À partir du moment où moi j'ai accepté l'aide des autres, l'aide de mes pères, l'aide de ceux qui étaient comme moi, ça a été vraiment déterminant. Je voudrais dire aux auditeurs, laissez-vous surprendre, gardez l'esprit ouvert. Paul l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas un alcoolisme, il n'y a pas une façon de résoudre le problème. Venez dans une réunion alcoolique anonyme, vous ne risquez rien du tout. Voilà, la porte, elle marche dans les deux sens. Tout ce que vous risquez, c'est de vous y trouver bien et de trouver une solution à votre problème d'alcool. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, donc laissez vos a priori à la porte. Voilà. Donc pour trouver les réunions, est-ce que... Alors je vais faire dans le sens montant, c'est-à-dire qu'à Nancy, il y a 4 réunions par semaine. Je ne vais pas donner les adresses parce que ça, vous les avez sur le site, mais je voulais dire que mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Facile, hein, donc tous les soirs, on peut rythmer son début d'abstinence par une réunion. Voilà. Et donc les coordonnées de l'association, c'est le site national, on n'en a qu'un, nous. C'est www.alcoolique-anonyme.fr, alcoolique anonyme au pluriel. .fr, et dessus vous pourrez trouver les renseignements. On peut trouver tous les renseignements. Et il y a aussi un petit est-il pour vous, un petit questionnaire qu'on peut faire entre soi-même et soi-même pour savoir où on en est vis-à-vis de l'alcool. Voilà. Oui, il y a un site très complet que je vous encourage à aller visiter. Et le téléphone, très important, le téléphone 09 69 39 40 20. C'est un numéro cristal. Voilà, donc pour la plupart des appelants, c'est gratuit. D'accord. Et c'est 24/24. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a été le plus complet possible. Je vous rappelle que vous pouvez trouver cette émission en podcast sur le site de la radio, rcn-radio.org. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, et n'hésitez pas à commenter et à partager cette émission. Merci à tous et à la semaine prochaine. N'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà